Vendredi 1er mars, en manchette. Incendie dans un restaurant d'Ottawa. L'origine pourrait être criminelle. Remaniement ministériel à Ottawa. Macaulay remplace Wilson-Raybould. Et la Fédération internationale de ski suspend 5 de ses skieurs pour dopage. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Charles-Antoine Côté. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais d'abord, on vient d'apprendre que Guy Boucher, l'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa, a été congédié. C'est Mark Crawford qui assurera l'intérim. On en parle plus tard au sport avec Camille Larocque. Un incendie majeur a éclaté la nuit dernière dans un restaurant de l'avenue Holland à Ottawa. À leur arrivée, les services d'urgence n'ont pu que constater les dégâts de l'intensif brasier. On fait le point avec Yannick Saint-Denis. Alors, Yannick, on n'écarte pas la possibilité d'un incendie d'origine criminelle. Exactement, Charles-Antoine. L'incendie qui est survenu au 87 avenue Holland à Ottawa, au restaurant Helium, pourrait être d'origine suspecte. Mais les enquêteurs ont au moins besoin d'une bonne semaine pour déterminer les réelles causes de cet incendie. Pour vous mettre un peu en contexte, c'est vers 2h30 ce matin que les services d'urgence ont été alertés par un citoyen qui aura entendu un gros boom. Lors de leur arrivée, ils ont pu déjà constater les dégâts puisque le brasier était déjà immense, si bien que les pompiers ont décidé d'y aller d'une approche défensive pour leur propre sécurité. Comme l'explique l'enquêteur en charge de cette cause, Martin Cardinal, c'est un restaurant, donc plusieurs causes accidentelles peuvent aussi être possibles. On parle d'un établissement qui servait comme restaurant et il y avait un autre restaurant qui allait ouvrir au deuxième étage. Donc, il y a toute une gamme de causes accidentelles possibles que nous allons travailler pour essayer d'éliminer et allons voir où cette enquête-là nous emmène et là, passer à l'action. Donc, comme vous pouvez le constater derrière moi, l'incendie a causé des dommages majeurs, si bien qu'on parle probablement d'une perte totale pour ce qui est du bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incendie puisque personne ne se trouvait à l'intérieur. Par contre, on a dû évacuer une mère et son enfant qui, eux, se trouvaient dans le logement voisin, tout simplement par mesure préventive puisque le brasier était trop important. Ils ont donc été pris en charge par la Croix-Rouge. On n'a pas voulu nous en dire plus sur l'origine de l'incendie, mais l'enquête, comme je vous l'ai dit tantôt, suit son cours et on devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. Yannick Saint-Denis à Ottawa, merci beaucoup. Je vous en prie. Le 40e Salon du livre de l'Outaouais continue sur sa lancée de faire les choses en grand. Radio-Canada a convié le public ce matin à l'enregistrement de l'émission de radio montréalaise Médium Large. On en visite dans la région pour l'occasion en direct du bar Hameau du Salon du livre de l'Outaouais, Annie-Rose Deschâtelet. D'avoir la chance d'être là, d'assistant direct, d'avoir de leurs gens qui connaissent, des gens de l'extérieur qui sont là, qui font des entrevues devant eux, bien, c'est vraiment les centres VIP, puis c'est pour ça que c'est important de continuer à avoir ce rapport-là privilégié ensemble. Après l'enregistrement devant public de l'émission de radio régionale Les Matins d'ici hier, Radio-Canada frappe encore une fois aujourd'hui au Salon du livre de l'Outaouais. Cette fois, c'est l'émission radiophonique montréalaise Médium Large, animée par Catherine Perrin, qui a fait 2 heures de route pour venir enregistrer son édition du vendredi devant ses fidèles auditeurs gatinois et ottaviens. D'avoir leur réaction à quelques pieds, quelques mètres de distance. Et ça, c'est très important. Voir les visages s'allumer, voir vraiment les gens réagir. Ça compte beaucoup parce que c'est comme ça qu'on sait qui nous écoute. La présence de commanditaires d'envergure comme Radio-Canada est ce qui assure d'année en année le succès et la prospérité du Salon du livre. Radio-Canada s'installe pour de longues émissions comme ça. C'est vraiment très, très, très positif pour faire parler de nos bons coups. J'ai fait plusieurs salons du livre et quand il y a un commanditaire qui a beaucoup de visibilité, ça facilite les choses, ça attire les gens, ça permet aux auteurs de s'exprimer, de vendre leur salade. C'est important quand tu écris un livre qu'il soit vendu aussi. Donc, c'est une collaboration essentielle. Pour bien des auditeurs de l'émission présents, c'était la dernière occasion de rencontrer Catherine Perrin. L'animatrice a récemment annoncé sa retraite de l'émission Médium Large à compter de l'été prochain. Savoir que Mme Perrin quitte à la fin de l'été, c'était pour moi un plaisir de la rencontrer, mais de boucler la boucle, en fait. De vraiment... pour moi, c'est comme un cadeau que je m'offrais ce matin en me disant je vais la voir une dernière fois. Mais pour l'instant, les auditeurs pourront encore profiter de 3 mois de contenu de qualité jusqu'au départ officiel de leur animatrice chouchou prévu pour juin 2019. Annie-Rose Deschâtelet pour le Collège La Cité, à Ottawa.
Du nouveau dans le dossier des Plaines-le-Breton, la commission de la capitale nationale a annulé la demande des réaménagements des plaines. Cette décision survient après l'échec des négociations entre les deux principaux partenaires, soit le propriétaire des sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, et le fondateur du groupe Trinity Development, John Barry. Entre-temps, cependant, la CNN réaffirme son engagement envers les Plaines-le-Breton. C'était la dernière journée de cours pour les étudiants en technique policière du Collège La Cité, avant de tomber en stage. Cela fait près de 2 ans que les élèves se préparent afin d'être prêts pour ce stage. Ce stage déterminera s'ils sont prêts à passer l'académie de police. Un reportage d'Alice Blondeau. Alexa et Antoine entament leur 2e année en technique policière à La Cité. Dès lundi prochain, ils seront en stage à l'interne pour une période de 3 jours. Une expérience qu'ils appréhendent depuis longtemps. Si on fait juste rester en salle de classe, on n'applique pas nécessairement la matière, on veut voir c'est quoi, right? C'est ça qui va nous permettre de voir où est-ce qu'on se situe avec la matière qu'on a appris, puis savoir si vraiment le métier de policier c'est fait pour nous en sortant du collège. Qu'est-ce qui me stresse, c'est que ça va être comme vraiment réaliste, ça va être qu'est-ce qu'on va voir en vrai quand on va vraiment devenir policier. Roger Giasson, professeur en enquête policière, prépare ses étudiants depuis des mois pour ce stage. Ce sera une initiation complète au métier. Ils vont être confrontés à différents crimes qu'ils vont être obligés de résoudre pour se préparer à aller au tribunal-école. Bien entendu, ils vont passer devant le tribunal, devant des avocats, puis ils vont être obligés de donner leur version de ce qui s'est passé. Puis à ce moment-là, on évalue comment ça s'est passé, puis s'ils ont bien fait leur job. Les infrastructures de simulation à La Cité sont la chose qui les prépare le mieux à la réalité. Les étudiants ont accès à un appartement complet où ils se pratiquent à faire face à diverses situations. Alexa et Antoine sont confiants que La Cité les a bien préparés à confronter le métier de police. Alice Blondeau pour le Collège La Cité à Ottawa. Les étudiants de relations publiques du Collège La Cité à Ottawa ont dû faire une simulation de conférence de presse pour se faire évaluer tout juste avant de partir en stage. Les étudiants devaient prendre un événement qui a fait les nouvelles et faire comme s'ils étaient des membres des organismes. Un reportage de Kéliane Perra. Présente Sarah Dibou-Kalunga, directrice des communications chez Love. Les étudiants en relations publiques du Collège La Cité d'Ottawa ont fait une simulation de conférence de presse dans le cadre de leur programme. Cette activité permet aux professeurs d'évaluer leurs étudiants, mais aussi de les aider à progresser. Les enseignants Jasmine Lalonde et Raymond Charette croient que ce genre d'activité devrait aider les étudiants pour leur stage, mais aussi dans leur futur. On est en relations publiques, c'est ça, répondre aux questions des journalistes ou du public. Donc, je pense que c'est vraiment un tout qui leur donne un bon aperçu de où ils sont rendus, qu'est-ce qu'il leur reste à travailler et qu'est-ce qui va bien dans ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant. Donne un avant-goût de ce que c'est de vraiment parler devant le monde, de communiquer ses idées correctement et de se comporter. Point de vue non-verbal, les intonations, la prononciation, ça leur donne l'occasion de répéter et de faire l'expérience de ce que c'est d'affronter un public qui n'est pas nécessairement d'accord avec ta position. Les étudiants pouvaient choisir le sujet qu'ils voulaient. La plupart des étudiants ont choisi leur sujet parce qu'ils les touchaient et non parce qu'ils étaient obligés. Pour ces deux étudiantes, le choix de parler de la crise qu'a eu l'Oblast était un choix facile à prendre. Personnellement, je suis quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements et c'est important de mettre en lumière les questions, la manière dont les vêtements sont produits. Donc, ils sont produits par des usines avec des personnes qui travaillent de longues heures pour de très peu salaires. Donc, c'est important de créer de la sensibilisation auprès de notre entourage et des gens, puis du public. Et aussi, on a trouvé que c'était vraiment bien de savoir comment nos vêtements se font, parce qu'on achète nos vêtements à Forever 21 ou à d'autres compagnies super moins chères, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, c'était vraiment pour nous permettre de aussi avoir nos recherches sur ce sujet. Les élèves n'ont toujours pas eu leurs notes, mais selon les commentaires des juges, ces élèves pourront partir en stage la tête paisible. Ici Kéliane Perra pour le Collège La Cité, Ottawa. La chaîne de restauration rapide Chipotle se retrouve dans l'eau chaude. Une épidémie de colis dans les États de l'Oregon et de Washington s'est déclarée. La direction de la compagnie rencontrait les médias aujourd'hui pour faire le point. On va rejoindre Samuel Gosselin-Bélanger qui est sur place.
Alors, Samuel, les dirigeants de la compagnie américaine voulaient se faire rassurants en conférence de presse aujourd'hui. Oui, exactement. L'entreprise souhaitait envoyer un message clair à la population en réitérant la qualité de leurs produits, mais également l'importance qu'ils ont pour la compagnie. Il faut mentionner qu'ils ont été surpris par la nouvelle. Ils ne comprennent pas de quelle manière cette bactérie a pu s'introduire dans leurs aliments. Et Charles-Antoine, une épidémie de la sorte amène inévitablement des retombées négatives. Pour Chipotle, ce sont leurs ventes qui ont été affectées. On parle ici d'une baisse de 14,6 %. Et la directrice a tout de même voulu s'adresser directement aux victimes des États touchés. On peut l'écouter à ce sujet. Nous exprimons notre sympathie à toutes les personnes affectées de Washington et d'Oregon et à leurs familles. Nous prenons cet incident très au sérieux, car la sécurité de nos aliments ainsi que le bien-être de nos clients a toujours été notre priorité. Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que nos aliments soient aussi sûrs que jamais. Suite à ces incidents, l'entreprise a annoncé de nombreux changements en matière de salubrité alimentaire, par exemple. On parle ici de nouvelles technologies d'emballage sous vide qui, selon eux, vont permettre de réduire la présence de bactéries dans la nourriture. Ces nouvelles technologies vont permettre également d'améliorer la purification de l'air. En terminant, l'entreprise a annoncé la fermeture de 43 restaurants, et ce pour des mesures de sécurité. Samuel Gosselin-Bélanger, merci. Je vous en prie. L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires craint que le gouvernement Ford sabre leur budget suite à ce que le gouvernement de l'Ontario ait décrété un gel de l'embauche en enseignement. Une rencontre sera prévue lundi à Queen's Park entre des membres du gouvernement et les acteurs du milieu de l'éducation francophone. Après la pause, les nouvelles nationales et internationales avec Julien Coderre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, on vient d'apprendre que le Canada a autorisé le processus d'extradition vers les États-Unis de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou. Madame Wanzhou a été arrêtée en décembre dernier et est détenue à Vancouver depuis 7 ans. Les Américains l'accusent notamment de fraude, alors qu'elle aurait tenté de contourner les sanctions économiques américaines contre l'Iran. Le sort de Meng Wanzhou ne devrait en rien améliorer les relations diplomatiques tendues entre le Canada et la Chine, puisque celle-ci y voit une tentative d'ébranler Huawei. Rappelons que depuis l'arrestation de Mme Wanzhou, 2 Canadiens ont été arrêtés en Chine pour espionnage et un 3e a été condamné à mort pour trafic de drogue. Le premier ministre Justin Trudeau a effectué un remaniement ministériel mineur au sein de son gouvernement aujourd'hui pour pourvoir le poste laissé vacant par l'ex-ministre des Anciens combattants, Jody Wilson-Raybould. On en parle avec Corinne Villot. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, Julien. Donc, quels sont les changements effectués par le premier ministre au sein de son cabinet aujourd'hui? Bien, tout d'abord, Julien, le ministère des Anciens combattants a été confié à Lawrence McAuley, qui, lui, était tout d'abord au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Mais celui-ci a beaucoup d'expérience dans le ministère des Anciens combattants, puisque lorsqu'il était sous le gouvernement de Jean Chrétien, il était le secrétaire d'État dans ce même ministère. Il faut aussi se rappeler que c'est la cinquième personne à être placée au ministère des Anciens combattants sous le gouvernement de Justin Trudeau. À sa place au ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, on retrouve maintenant Marie-Claude Bibeau, qui, elle, était auparavant au ministère du Développement international. Elle est aussi la députée du comté de Compton et Sandstead. Et ensuite, on retrouve à cette même place, au développement international, on retrouve maintenant Mariam Monsef, qui, elle, est la ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Mais ce qui est spécial dans son cas, c'est qu'elle devra assumer tant son rôle de son ancien ministère, mais aussi celui de son nouveau, car selon le gouvernement Trudeau, le ministère de l'égalité des genres et du développement international devrait aller de pair. Au final, le nouveau cabinet ministériel n'a pas vraiment changé, sauf si on parle de la démission de Jody Wilson-Raybould.
on retrouve toujours 35 ministres, 17 qui sont des femmes et 18 qui sont des hommes. D'ailleurs, pourriez-vous nous rappeler les raisons qui ont poussé la ministre Wilson-Raybould à démissionner? Oui, bien sûr, Julien. Donc, il faut se rappeler que Jody Wilson-Raybould a donné sa démission dans le cadre de l'affaire SNC-Lavalin. Elle était ministre de la Justice jusqu'au 14 janvier dernier. Mais c'est à ce moment-là que Justin Trudeau avait effectué son dernier remaniement ministériel à la suite de la démission de Scott Brisson, qui était le président du Conseil du Trésor. Ensuite, Jody Wilson-Raybould s'était retrouvée au ministère des Anciens combattants. Mais on se rappelle que le 12 février dernier, elle a donné sa démission, puisque en faisant son témoignage mercredi dernier au Comité de la justice, elle a expliqué qu'elle avait vécu beaucoup de pression de la part de l'entourage de Justin Trudeau, qui souhaitait qu'elle évite de donner un procès pour des causes criminelles à la firme québécoise SNC-Lavalin pour ses trucs en Libye. Et puis maintenant, à la suite de cette démission, c'est le ministre de la Défense, Harjit Sahan, qui avait pris la relève. Il était donc le ministre par intérim des anciens combattants. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, Julien. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Toujours dans un même ordre d'idées, 5 anciens ministres de la Justice font pression sur la GRC pour qu'elle enquête sur Justin Trudeau. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la presse. Le bureau du premier ministre fait face à des allégations d'ingérence politique dans l'affaire SNC-Lavalin. Mercredi dernier, l'ancienne ministre de la Justice et procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, a livré un percutant témoignage devant un comité parlementaire, lors duquel elle a notamment mentionné avoir subi des pressions constantes de la part du bureau du premier ministre pendant 4 mois, et ce pour éviter un procès criminel à la firme d'ingénierie. Le président du Parti libéral du Québec démissionne. Grandement critiqué à l'interne, Antoine Atala a souligné dans une lettre écrite que le résultat des dernières élections provinciales n'était pas celui qu'il aurait souhaité et qu'il en assume une part de la responsabilité. M. Atala ajoute également que les dernières réformes institutionnelles au sein du PLQ l'ont rendu extrêmement bureaucratique. Le mandat d'Antoine Atala se terminera le 8 mars prochain et entre-temps, c'est la vice-présidente du parti, Catherine Martin, qui assumera les fonctions de présidente par intérim. Une deuxième rencontre avait lieu hier entre les présidents des États-Unis Donald Trump et de la Corée du Nord Kim Jong-un. Le but de ce rendez-vous, avoir un accord commun par rapport à la dénucléarisation. On en parle avec Justine Turpin. Bonsoir, Justine. Bonsoir, Julien. Alors, Justine, on peut dire que la rencontre de ce jeudi ne s'est pas terminée sur une bonne note. Effectivement, en fait, la rencontre qui était prévue à Hanoï entre les deux présidents, donc le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, et le président des États-Unis, Donald Trump, ne s'est pas passé comme prévu. En fait, le but de cette rencontre, c'était vraiment de parler, de discuter de ce dossier très important de la dénucléarisation. Les États-Unis, en fait, souhaitaient que le pays d'Asie baisse les armes nucléaires et que la Corée du Nord, quant à elle, souhaite recevoir de l'aide économique du pays et de plusieurs autres pays. Les deux chefs d'État ne sont pas parvenus à un commun accord. En fait, les discussions se passaient très bien jusqu'à temps que la question sur l'économie revienne à la surface. Vraisemblablement, ils n'étaient pas d'accord avec les points amenés de l'autre, et c'est ce qui remet vraiment mis fin à cette rencontre. Et c'est pourquoi que Donald Trump a quitté immédiatement Hanoï pour se rendre dans son pays, les États-Unis. Rappelons aussi que les deux présidents s'étaient rencontrés à Singapour en juin dernier pour parler du même dossier. Ils s'étaient même donné une poignée de main à la surprise de toutes afin de trouver un terrain d'entente. Et évidemment, aucune entente n'a été signée, mais les deux pays se disaient confiants pour les futures discussions. Et là, les dirigeants ne sont pas fermés à l'idée d'organiser une nouvelle rencontre. Effectivement, en fait, la Corée du Nord a proposé plus tôt aujourd'hui de nouvelles discussions avec les États-Unis. En fait, les deux parties gardent toujours les portes ouvertes à d'autres échanges, et même si leurs avis n'ont pas changé. La rencontre de jeudi aura été une conversation très constructive et pourrait se continuer un peu plus tard. Les dirigeants souhaitent regarder les possibilités, les pour et les contre, pour peut-être créer une conclusion historique, puisque ça pourrait vraiment être une conclusion historique. Ils ont même dit qu'il existe toujours des options pour avoir des meilleures solutions. Désolé, pour l'instant, aucune date n'a été donnée, mais c'est certain qu'on va être informé assez rapidement. Merci beaucoup, Justine. Je vous en prie. Toujours à l'étranger, Donald Trump accuse son ex-avocat Michael Cohen de parjure. Le président américain accuse M. Cohen d'avoir menti devant le Congrès lorsqu'il a affirmé avoir essayé de vendre un livre sur le président qui, dans le fond, n'a jamais été publié. Donald Trump a insinué avoir lu une partie du bouquin et l'a qualifié de lettre d'amour au président. Notons que le manuscrit a été écrit au début de 2018, alors que les deux hommes étaient proches l'un de l'autre.
Michael Cohen purgera une peine d'emprisonnement de 3 ans à compter du 6 mai prochain. Finalement, en Afghanistan, les troupes américaines pourraient quitter le pays d'ici 3 à 5 ans. C'est ce qu'a indiqué le New York Times aujourd'hui, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et les talibans se poursuivent. Actuellement, ce sont 14 000 soldats américains qui prêtent main forte à l'armée afghane et qui supervisent les opérations de contre-terrorisme. Les talibans, de leur côté, affirment qu'ils n'ont jamais été mis au courant d'un tel plan de retrait de la part des États-Unis. Après la pause, les sports avec Camille Larocque. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à InfoCité Sport. Le directeur général Pierre Dorion vient d'annoncer le licenciement de l'entraîneur des Sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher. Mark Crawford reprend le rôle d'entraîneur-chef par intérim. Romain Brun est avec nous pour en parler. Alors, Romain, les partisans des Sénateurs d'Ottawa s'attendaient à tout sauf à cette nouvelle. Oui, en effet, Camille, surprise de dernière heure, l'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa, Guy Boucher, a été congédié aujourd'hui. Ça survient quelques jours après que Pierre Dorion, le directeur général des Sénateurs d'Ottawa, avait fait part qu'il comptait garder son entraîneur cette année. Ça met donc fin à son poste d'entraîneur des Sénateurs depuis 3 ans et Pierre Dorion a déclaré que ce serait Mark Crawford qui le remplacera sur une base intérimaire. Fait surprenant, Camille, c'est la 2e fois que M. Boucher se fait licencier. La première fois était par les Lightning de Tampa Bay et c'est l'équipe contre laquelle jouent les Sénateurs demain en Floride. Rappelons que le licenciement de Guy Boucher s'ajoute aux nombreux changements qu'a effectués les Sénateurs cette année avec la fin de la période de transaction qui a vu voir le départ des joueurs comme Mark Stone, Matt Deschen et Ryan Dzingel. Je vous laisse écouter ce que Pierre Dorion avait à dire aujourd'hui. On a pris la décision ce matin que Guy n'était pas pour être l'entraîneur l'année prochaine, qu'on devrait amener quelqu'un avec de meilleures idées, de meilleures intentions pour ramener de l'énergie à ce groupe. Et je terminerai en vous mentionnant qu'il n'y reste plus que 18 matchs dans la saison régulière et que la fin de saison s'annonce difficile pour les Sénateurs d'Ottawa. Romain Brun, merci beaucoup. Je vous en prie. Toujours dans la Ligue nationale de hockey, les Canadiens de Montréal affronteront ce soir les Rangers de New York au Madison Square Garden. C'est Carey Price qui sera devant la cage du tricolore pour le match. Il s'agit de la 3e fois cette saison que ces deux équipes s'affrontent. Le 2e trio du Canadien sera le même que mardi dernier. Rappelons que Jonathan Drouin, Max Domi et Andrew Shaw ont accumulé 5 buts lors du dernier match contre les Devils du New Jersey. Les Olympiques de Gatineau seront aussi dans l'action ce soir lorsqu'ils affronteront les Remparts de Québec au Centre Vidéotron. Il s'agit du 3e affrontement de l'année entre les deux équipes. Les Olympiques sont présentement au 13e rang, alors que la troupe de Patrick Roy se trouve présentement au 11e rang. La troupe gatinoise affrontera les Remparts une dernière fois lors de la saison régulière au Centre Robert-Gartin le 8 mars. La Fédération internationale du ski a suspendu 5 athlètes pour dopage. Cette suspension fait suite à l'arrestation de ces skieurs mercredi au championnat du monde en Autriche. La FIS a aussi rendu l'identité des skieurs arrêtés publique. Il s'agit des Autrichiens Dominique Baldauf et Max Hawk, des Estoniens Karel Tamjarv et Andreas Verpalou et du Kazakh Alexis Poltoranin. Hawk avait d'ailleurs été pris sur le fait en pleine transfusion sanguine. Les 5 suspects pourraient recevoir une sentence s'élevant jusqu'à 3 ans de prison. Au football maintenant, les Alouettes de Montréal ont signé une nouvelle entente d'une saison avec le vétéran Luc Brodeur-Jourdain. Le joueur de la ligne offensive entamera sa 12e saison au sein de l'organisation. L'année dernière, Brodeur-Jourdain a disputé 13 rencontres avec Montréal, dont 3 à titre de centre partant. Au cours de sa carrière, il a pris part à 167 matchs et a soulevé 2 fois la Coupe Grey avec les Alouettes en 2009 et en 2010. Et finalement, la Canadienne Bianca Andreescu s'est taillée une place en demi-finale du tournoi d'Acapulco en défaisant la Chinoise Cei Cheng. Le match est terminé 7-6 et 6-1 en faveur de l'Ontarienne. Au total, les deux athlètes ont passé plus de 2 heures sur le terrain. Andreescu se trouve présentement au 71e rang mondial. L'athlète de 18 ans disputera son prochain match contre l'Américaine Sofia Kenin, qui est classée au 35e rang mondial. Restez des nôtres, au retour, la météo et le mot de la fin avec Charles-Antoine Côté. À la météo, c'est le retour du temps doux cette fin de semaine avec des températures variant entre -3 et -6. Il fait présentement -14 avec un ciel partiellement nuageux. On annonce de la neige pour demain avec un peu de nuages également pour la région. Et c'est le retour du soleil qui est prévu dimanche avec une éclaircie. Et en terminant, une construction spectaculaire dans la ville de Chongqing en Chine.
Il s'agit d'un gratte-ciel horizontal jonché à 250 mètres dans les airs en appui sur 4 autres tours. C'est une construction appelée le Cristal de Chongqing, érigée par un célèbre architecte israélo-canadien à qui l'on doit de nombreuses constructions, notamment à Singapour et à Riyad. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles des finissants en journalisme à la Cité collégiale d'Ottawa. Merci et bonsoir.